Bonjour à tous et merci de suivre La Voix Sainte TV, les titres de cette édition. 3300 jeunes seront insérés dans le secteur avicole en Côte d'Ivoire. Le projet a été adopté en Conseil des ministres. L'Association chrétienne du Nigeria a exprimé ses inquiétudes au président Muhammadu Buhari face au massacre des chrétiens dans ce pays. Colloque international sur l'immigration clandestine à Abidjan, le compte rendu dans ce journal. Bienvenue à cette grande édition. La lutte contre l'immigration était au centre d'un colloque international le jeudi dernier à Abidjan. Experts, spécialistes et consultants dans divers domaines ont été invités à mener la réflexion en vue de proposer des solutions à ce fléau qui, ces dernières années, a pris de l'ampleur. Compte rendu, Priska Aïma. L'immigration dans toutes ses implications. Tel était le thème central du colloque international qui s'est tenu à Abidjan à l'initiative du cabinet PKD World. La structure organisatrice a coopté 10 spécialistes, experts et consultants, parmi lesquels le prophète Ablegui, le PDG du groupe La Rédemption, M. Iné Moustapha, directeur général de l'Office national de la population, Dr Gioma Alzazour Milord de l'ambassade de Libye. Tour à tour, les panélistes ont décrypté la thématique qui leur a été proposée. Il ressort de leur intervention que l'immigration clandestine a pour cause fondamentale l'échec des politiques d'insertion des jeunes, le manque d'information et de formation sur l'entrepreneuriat. Pour les panélistes, la quête de meilleures conditions de vie, la volonté de soutenir leurs familles restées au pays, leur désir d'être la fierté de leur famille sont entre autres des causes endogènes de cette fuite de la jeunesse vers d'autres horizons. Comme solution contre l'immigration illégale, les panélistes ont proposé des pistes, à savoir échanger avec les potentiels candidats à l'immigration clandestine, faire des campagnes de sensibilisation pour avertir et décourager ceux qui veulent immigrer sur les dangers qu'ils encourent. Aussi, ont-ils préconisé des politiques de développement dans les pays concernés par ce phénomène. Par ailleurs, le colloque a enregistré le témoignage poignant d'un ancien immigrant qui a raconté ce qu'il a vécu. Il a aussi exprimé ses regrets d'avoir dépensé de l'argent pour une aventure qui n'en valait pas la peine, alors qu'il pouvait l'utiliser pour entreprendre. Aujourd'hui, j'en pense, étant un immigrant de retour, et je conseillerais mes amis de ne pas y aller car la mer tue. La traversée du désert tue également. Et je dirais bien que mon retour m'a permis de constater que l'Eldorado, je peux l'obtenir étant chez moi. Notons que ce colloque est une initiative de la structure PKD World, un réseau de cabinets en interrelation dirigé par Maître Pierre Kofi Djemis, pour qui il faut bien agir maintenant et ensemble contre l'immigration illégale. Ce colloque international sur l'immigration a été marqué par l'intervention du président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, le prophète Ablegui, invité en qualité de panéliste. Il s'est prononcé sur la contribution de l'Église à la lutte contre l'immigration illégale. Commentaire Alain Boisbré. Invité à donner la position de l'Église sur l'immigration clandestine et sur la contribution qu'elle pourrait apporter pour résoudre ce fléau, le président de l'Ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, le prophète Ablegui, a axé sa réflexion sur la perception spirituelle du phénomène. Selon lui, 2 constats s'imposent: l'immigration non souhaitée ou sanctionnée ou déportation risquée. Il a cité le cas des personnages bibliques tels que Adam, Lot, Abraham, Ruth et les fils d'Israël déportés à Babylone. Ensuite, l'immigration planifiée ou facilitée par Dieu, le cas de Joseph en Égypte, Moïse vers la terre promise et la recommandation de Jésus dans Matthieu 28, versets 18 à 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Sur cette base, le prophète Ablé a relevé que cela a pour conséquence une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. C'est à ce niveau, selon lui, que la responsabilité de l'Église prend tout son sens. C'est pourquoi il a insisté sur le fait que l'Église a un rôle primordial à jouer si l'on part du postulat que parmi les candidats à l'immigration se trouvent bien entendu des chrétiens. Parlant des atouts dont dispose l'Église pour lutter contre ce phénomène, le président de l'ODC a cité entre autres la capacité de mobiliser les masses ferventes chrétiennes, la confiance dont jouit l'autorité spirituelle, l'espoir que l'Église redonne aux immigrés clandestins. L'Église doit donc, selon lui, sortir de son silence. Alors pour nous, il faut agir très vite. Et l'Église, dans cette situation, a posé un postulat parce que la documentation que nous avons reçue, il n'y avait pas d'indice qui pouvait avoir ou un indicateur qui pourrait nous permettre de savoir le taux de religieux ou de chrétiens dans ces départs. Mais nous nous sommes dit,
pour des religieux qui occupent 85% de la scène ivoirienne au niveau de la population, parler de jeunesse d'immigration clandestine, nous supposons certainement qu'il y a forcément des chrétiens. Partant de là, nous nous impliquons. Et nous nous sommes dit que, oui, nous sommes des pôles ou bien des leaders d'influence. Nous influençons certainement nos populations. Nous sommes écoutés en longueur de journée, tous les cultes ou hebdomadaires par des milliers de personnes. Nous sommes sur les réseaux sociaux et donc nos voix sont prépondérantes parce que nous portons le sceau d'une caution divine. Au terme de ce colloque, quelques propos de participants ont été recueillis. Bon, la seule observation qu'on peut énoncer, c'est que, vous savez, que dans le genre des colloques, il y a souvent des diagnostics, il y a souvent des propositions de solutions, mais le vrai problème, c'est la mise en œuvre de ces solutions. C'est là où se trouve toute la problématique. Parce que les colloques se ressemblent presque tous. Ils se ressemblent tous parce que dans les faits, dans la pratique, on ne trouve jamais de solution. Je pense qu'au niveau des gouvernants, il est bon de prendre les choses à bras le corps. Ça veut dire s'asseoir, arrêter une politique réelle avec son application. Je pense que l'État doit être ferme dans cette affaire. Alors le seul aspect qui n'a pas été pris en compte, c'est surtout l'aspect de la contribution des pays ciblés par les migrants clandestins. Parce que on a tablé sur les causes économiques, les causes sociales, les causes démographiques et autres, mais il y a aussi une réalité qui a été relevée par l'un des panélistes, notamment le président de l'ODC, et qui concerne la politique de durcissement des formalités à l'immigration et qui contraint certaines personnes à se pencher vers l'immigration clandestine parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux formalités, je veux dire, requises par la loi qui ont tendance à fermer, n'est-ce pas, les portes des frontières des pays de l'Occident aux Africains en général. Donc, dans la synergie des actions visant à solutionner la question, il faut prendre en compte l'action des politiques des pays du Nord, qui sont les frontières ciblées, pour que les formalités d'usage visant à délivrer les documents de voyage soient assouplies et ne soient pas dans le sens toujours de fermer les frontières aux Africains. Immigrer dans un pays en enfreignant les lois, déjà on se met à l'écart de la société, surtout à l'écart de la loi. Du coup, l'immigration clandestine apparaît nécessairement comme étant déjà une infraction. Mais il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, le problème se pose différemment. Puisque c'est nous qui immigrons. En fait, les populations partent d'ici vers d'autres cieux, soi-disant meilleurs. Donc le fait l'idée de vouloir partir quelque part d'autre, en soi, n'est pas illégale. Certainement, les moyens mis en œuvre peuvent l'être. Du coup, l'infraction, il n'existe pas d'infraction, proprement parler, d'infraction d'immigration. Ce n'est pas une infraction. Peut-être que la forme de cette migration apparaît illégale après, ou les moyens mis en œuvre. On peut peut-être falsifier des passeports. Là, on tombe sous le coup de la loi de faux usage de faux. On peut falsifier des documents administratifs, je n'ai pas tant de passeports. On peut peut-être se faire arnaquer, ça c'est une autre histoire, pour ceux qui sont les passeurs et autres. Là, ils tombent sur une autre infraction qui est celle donc, des escroqueries et tout le reste. Mais il faut aussi se dire, c'est important que notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas ratifié la Convention internationale sur le droit des travailleurs immigrants. Déjà, on a un autre handicap sur lequel il serait bien de nécessairement interpeller les autorités ivoiriennes, notamment nos députés, ceux qui font la politique de loi. Mais en même temps, la répression est peut-être pas aussi forte que ça. Donc nécessairement, la répression, à mon sens, en Côte d'Ivoire, il faudrait peut-être revoir les structures de répression et les politiques répressives, même au niveau des parquets de chaque niveau, à chaque ville, déjà pourquoi pas. Voilà. Merci à Maître Gémis et au conseil et à son conseil pour m'inviter à ce colloque. En fait, tout a été dit et je suis heureux que tout le monde soit unanime à dire qu'il faut combattre l'immigration, mais qu'en plus que tout le monde soit aussi unanime à dire qu'il faut beaucoup de sensibilisation.
Ouais, non seulement pour ceux qui y vont et qui reviennent, mais pour ceux qui pensent y aller. Il faut que chacun à son niveau sensibilise nos enfants. Il y a beaucoup de choses à faire ici. Mais dans le même temps aussi, nous avons beaucoup de choses à leur proposer et nous avons à les accompagner. Il ne s'agit pas de dire venez travailler, etc. Mais il faut pouvoir les aider à vendre le fruit de leurs travaux. Comme mentionné dans le sommet, 3300 jeunes seront insérés dans le secteur avicole comme décidé en Conseil des ministres. Une communication relative à ce projet a été adoptée pour sa réalisation au titre du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Jean-Jacques Denis. Ce jeudi 16 novembre 2017, un projet d'insertion des jeunes dans le secteur avicole a été adopté en Conseil des ministres. Il vise la promotion de l'entrepreneuriat, la professionnalisation du secteur avicole, la lutte contre le chômage des jeunes et l'insécurité alimentaire à travers une meilleure insertion des jeunes dans ce secteur. Il s'agit d'insérer au moins 3300 jeunes dans le tissu socio-économique et cela concerne les 31 régions de la Côte d'Ivoire ainsi que les districts d'Abidjan et de Yamoussoukro. Une phase pilote se déroulera dans 8 régions, à savoir le Poro, le Haut-Sassandra, le Gbeke, le Gontougo, le Sud Komoé, le Kavali, le Grand Pont, le Kabadougou et le district de Yamoussoukro d'une durée d'1 an à l'issue de laquelle le projet pourrait être mis en œuvre dans les autres régions du pays. Enfin, des études indiquent que c'est le secteur avicole qui offre plus de possibilités d'emploi, notamment dans les secteurs de l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, l'artisanat, la production de vivriers, etc. Les responsables de l'association chrétienne du Nigeria ont exprimé leurs préoccupations au président Muhammadu Buhari concernant les massacres des chrétiens par des bergers musulmans Fulani dans l'état du Plateau. Martial Kwasi pour le compte rendu. Les attaques répétées des bergers musulmans Fulani contre les chrétiens ont fait plus de 75 morts dans la période de septembre à octobre 2017. En plus des victimes, 489 maisons ont été incendiées par des miliciens Fulani et 13 726 personnes ont été déplacées. Mardi 7 novembre 2017, 9 chrétiens ont été tués par des bergers Fulani alors qu'ils revenaient de marché hebdomadaire. 4 autres chrétiens ont été blessés lors de cette attaque survenue à Rioum. Le 10 novembre 2017, le docteur Samson Olasumpo Adenei Ayokunle, directeur exécutif de la Convention baptiste nigériane et président de l'Association chrétienne du Nigeria, a demandé au président Muhammadu Buhari d'expliquer à la communauté chrétienne pourquoi les auteurs de ces massacres ne sont pas arrêtés. Le docteur Olasumpo Ayokunle a notamment évoqué une attaque récente qui a brisé le calme relatif qui régnait dans l'état du Plateau, qui était auparavant un épicentre de la persécution des chrétiens au Nigeria. Il s'est personnellement rendu dans le village d'Anka, dans la zone du gouvernement local de Bassa, dans l'état du Plateau, où 21 chrétiens ont été tués par des bergers pendant la nuit. L'association chrétienne du Nigeria, qui rassemble des chrétiens de toutes les dénominations, espère que cette interpellation fera réagir le président Muhammadu Buhari. Le grand commandement de l'armée ivoirienne s'est rendu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre des conflits intercommunautaires depuis ces dernières semaines, le chef d'état-major, le général Sékou Touré, a annoncé de nouvelles dispositions sécuritaires. Notre commentaire. C'est environ 700 à 1000 hommes qui seront déployés dans l'ouest du pays, a annoncé le grand commandement de l'armée ivoirienne le mardi dernier. Il s'agit pour le chef d'état-major, le général Sékou Touré, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Nicolas Kwasi Kwaku, et du directeur général de la police nationale, le commissaire divisionnaire Youssouf Kouyaté, d'apprécier la situation de près et le comportement de leurs hommes déployés sur le terrain. Au cours d'un point de presse, le chef d'état-major s'est félicité du comportement de ces hommes avant d'annoncer de nouvelles dispositions sécuritaires. Depuis les événements derniers qui se sont déroulés à Guiglo et dans ses environs, l'idéal serait d'assurer une sécurité aux populations de la dite ville. Ainsi, le déploiement des forces de police, de gendarmerie et de l'armée vient comme une bouffée d'oxygène pour nos populations. À l'endroit de la population, le chef d'état-major demande à ces derniers d'accepter de vivre ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble et notre mission est d'assurer la sécurité de tout le monde, a-t-il dit. Pour rappel, un conflit intercommunautaire oppose depuis des semaines Baoulé et Oué dans la forêt classée de Gouindébé.
Palm Afrique exploite 8500 hectares de plantations propres, encadre près de 3000 planteurs et produit chaque année 50 000 tonnes d'huile rouge. Elle entend bien poursuivre sa marche vers la qualité de la performance. Jean-Jacques Denis pour le commentaire. L'augmentation des rendements et la réduction des coûts d'exploitation sont des enjeux majeurs pour les agro-industriels du palmier à huile. C'est la raison pour laquelle Palm Afrique SA, un des leaders ivoiriens de l'oléagineux, a choisi d'administrer ses 8500 hectares de palmieraies via une solution informatisée de gestion de plantation. Automatiser la gestion des plantations, élaborer la planification, les statistiques financières et analyser les éléments environnementaux au service de la production sont autant d'actions facilement mises en œuvre grâce à Plantation Management System, l'innovant logiciel de gestion des plantations que vient d'acquérir Palm Afrique. Cet investissement a pour objectif d'améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité de la production tout en réduisant les dépenses du géant agro-industriel. Notons que ce logiciel va gérer au total d'ici la fin de l'année 2017 8500 hectares de palmiers à huile. Après le contrôle du pays par l'armée et les négociations entre le président du Zimbabwe et les militaires sous la médiation sud-africaine, Robert Mugabe refuse de démissionner. Dans l'intérêt du peuple, Robert Mugabe doit démissionner et immédiatement. Ce sont des propos tenus par le chef de l'opposition Morgan Tsvangirai qui a pris la parole jeudi pour la première fois après la prise de contrôle militaire dans le pays. Tsvangirai et l'ancien vice-président du Zimbabwe, Joyce Mujuru, ont appelé à un gouvernement de transition. J'insiste sur le mécanisme de transition. Le but, l'essence, la nature et le caractère de ce mécanisme doivent être approuvés par toutes les parties nationales prenantes. Qu'il y ait des réformes globales en vue d'une élection libre, juste et crédible qui se tienne lors de la mise en œuvre complète de ces réformes. Il ne fait aucun doute que nous avons besoin d'arrangements transitoires qui devraient aborder les questions clés de redressement économique et des processus de réforme électorale. Le Zimbabwe devrait être une terre d'égalité des chances pour tous les citoyens. Après les multiples incitations de l'opposition à la démission, le nonagénaire Robert Mugabe refuse de se démettre de ses fonctions. L'avenir politique du Zimbabwe est enveloppé dans l'incertitude après que l'armée se soit soulevée contre le président assiégé plus tôt cette semaine. Mais beaucoup de Zimbabwéens restent optimistes. Refermons cette grande édition par une page sportive. Dernier pays à se qualifier pour le mondial 2018 après sa victoire 2-0 face à la Nouvelle-Zélande. Le Pérou met fin à 36 années d'imprécation. Ange Série pour le commentaire. Concert de klaxons, liesse populaire, une troisième mi-temps bien arrosée mercredi soir au Pérou. Dernier pays à se qualifier au mondial 2018, les Péruviens ont battu les Néo-Zélandais sur le score de 2-0. Une qualification sans vraiment trembler obtenue grâce à un but de son attaquant vedette Jefferson Farfán à la 27e minute et un deuxième de Cristian Ramos à la 64e minute. Les All Whites, n'ayant pas réussi à inscrire le moindre but au match aller à Wellington, disparaissent aux portes de ce mondial 2018 et semblent plus que jamais à des années-lumière de leurs compatriotes All Black. Côté péruvien, c'est donc une 5e participation à une Coupe du Monde de football, mais cela après 36 ans. Saluant cette victoire, le gouvernement péruvien a décrété que la journée du jeudi 16 novembre 2017 serait chômée. Ce petit pays situé en Amérique latine devient ainsi le 32e et dernier pays à se qualifier pour le mondial 2018. Soulignons que le coup d'envoi du mondial 2018 est prévu pour le 14 juin. À cet effet, 4 équipes figurent parmi les favoris. Il s'agit de l'Allemagne, l'Espagne, le Brésil et la France. Et le grand absent de ce mondial, c'est l'Italie, qui a buté à domicile face à la Suède. C'est tout pour cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur La Voix Sainte TV.